Justine Augier nous a rejoint, soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Votre récit par une espèce de miracle est publié aux éditions Actes Sud. Vous racontez l'exil de Yassine El-Hadj Saleh. Vous l'avez rencontré en Allemagne. La première question, elle est simple. Pourquoi est-ce que cet homme, cet intellectuel syrien vous a intéressé ? J'avais écrit un livre précédent sur une autre figure de la révolution syrienne qui était Razan Zaitouneh. Et cette opposition démocratique là, qui a été systématiquement écrasée par le régime syrien, voilà, j'ai voulu m'y intéresser, d'abord à travers elle, ensuite à travers lui, qui est quand même un très grand penseur syrien, qui est pétri de l'histoire syrienne, puisqu'il a passé 16 ans dans les prisons d'Hafez al-Assad, qu'il a été une des figures de la révolution, qu'il a aidé à la penser. Et puis, sa femme a été enlevée ensuite par un groupe islamiste dans une région proche de Damas. Et il a dû s'exiler comme des millions de Syriens. Donc voilà, son destin est totalement lié à celui de la Syrie. Et en même temps, il incarne véritablement cette opposition démocratique qui a été écrasée par le régime. Et cet écrasement-là, je trouve qu'on l'a trop oublié, en fait. Et ça fait comme un double écrasement. Oui, voilà. En vous entendant avec l'invité qui vous précédait, qui était là, Najah Al-Boukaï, c'est vrai qu'on se dit qu'on a totalement oublié cette opposition démocratique parce que les groupes djihadistes ont très vite émergé. Notre invité nous disait que Bachar al-Assad en avait libéré. Il y a eu ensuite des acteurs étrangers, des pays du Golfe, les États-Unis, la Russie notamment. Il vous l'a dit, ça, beaucoup, cet intellectuel syrien ? C'est-à-dire, oui, il y a un oubli, il y a un effacement de leur existence. C'est-à-dire que c'est comme si... Et le régime a gagné quelque part aussi cette bataille-là, la bataille du récit. C'est-à-dire que depuis le début du soulèvement, il prétend qu'il a affaire à un soulèvement islamiste orchestré depuis l'étranger. Et cette réalité a fini par devenir vraie, parce que pendant les premières années qui ont suivi le soulèvement, cette opposition-là, elle a été systématiquement écrasé, envoyé en prison, tué et puis forcé à l'exil. Vous l'avez rencontré pendant quelles années, cet intellectuel ? Je l'ai d'abord rencontré quand il vivait en Turquie, donc en 2016. Ouais. Et puis depuis 3 ans maintenant, il est installé à Berlin. Et c'est aussi ça qui m'intéressait beaucoup. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a comme ça lui, son objet d'étude, c'était la Syrie. Et puis c'est devenu la Syrie et le monde. Et là, à Berlin, il y a quelque chose qui me fascine en fait dans la rencontre de nos histoires européennes et de cette histoire syrienne. C'est ça le cœur du récit en fait, c'est cette réflexion qui est posée au fond sur notre monde. Le monde était partout dans cette histoire syrienne, curieusement absent aussi, se dérobant à ses responsabilités. Ça c'est quelque chose qui collera peut-être même dans 10, 20, 30, 40, 50 ans à ce conflit syrien. Ce monde absent qui se dérobe. Oui, certainement. Et Yassine El-Hadj Saleh en a très très bien parlé. Il a très bien raconté ce qu'il appelle la trahison du monde. Et je crois que pour moi, en tant qu'Européenne, c'est aussi ça qui me conduit vers cette histoire. C'est que je pense qu'il y a un renoncement immense à nos valeurs, au projet européen qui s'est établi après la Seconde Guerre mondiale sur l'idée de la défense de certaines valeurs universelles, sur l'idée que certains crimes concernaient l'humanité. Et tout ça, on a l'impression qu'on l'a tout à fait oublié quand on considère le conflit syrien, qui a quand même cette singularité que ça fait 10 ans que ça dure. Et il n'y a jamais eu une telle production sur les crimes. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu une telle connaissance des crimes commis. Justement, en Allemagne, un ancien membre des forces de sécurité a été condamné récemment. C'était une grande première pour complicité de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre. C'est quelque chose que vous avez évoqué avec lui, justement, la question de la justice. Oui, c'est-à-dire que ce procès, c'est à la fois une bonne nouvelle, c'est aussi quand même le signe d'une faillite, puisque c'est un procès qui a lieu en Allemagne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de justice internationale qui s'est enclenchée sur la Syrie, c'est impossible. Il n'y a pas de tribunal spécial. Il n'y en a pas. Il n'y a pas non plus de justice transitionnelle en Syrie, puisque le régime est toujours au pouvoir. Donc on trouve des moyens, les Syriens trouvent des moyens avec certains activistes là européens pour aller quand même chercher cette justice. Donc en même temps, c'est magnifique ce qui se passe en Allemagne. C'est-à-dire que ça repose sur le principe de la compétence universelle, c'est-à-dire l'idée de dire que certains crimes sont si monstrueux qu'ils concernent toute l'humanité. Donc on peut bien les juger en Allemagne, même si les Allemands ne sont absolument pas concernés, ils ne sont pas victimes, ils ne sont pas coupables, etc. Ces procès-là m'ont beaucoup intéressée aussi parce que c'est... Quelque part, cette compétence universelle, elle s'incarne d'une façon très locale là, en Allemagne. C'est une justice qui n'est pas du tout une justice de vainqueur, une justice impérialiste. Enfin, c'est vraiment... elle s'est nourrie du désir de justice des Syriens et elle repose sur leur travail de documentation, qui est un travail phénoménal, en fait, qu'ils conduisent depuis 10 ans. Et la vie de cet intellectuel qui se confond et qui se tresse avec celle, bien entendu, de la Syrie et de cette tragédie.